Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Pourquoi la presse aux ordres s'attaque-t-elle aux victimes des délinquants? Avant de répondre à cette question et de traiter de nombreux sujets d'information, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de faire ce travail de réinformation à l'aide de ces merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur Marie-Thérèse Bial, Akdachine, Franck Cros, Vite Frexit, Shailab, Cécile de Mauriane et Poupou Palou. Merci à eux, ce sont des fidèles parmi les fidèles et vous avez été très nombreux à me féliciter pour mes 50 000 abonnés. Ah non, ce n'est pas moi qu'il faut féliciter, mais c'est vous qui avez soutenu cette chaîne, c'est vous qui levez le petit pouce bleu, qui m'écrivez de gentils messages et qui diffusez sur d'autres réseaux sociaux. C'est vous qui faites la popularité de cette chaîne et c'est moi qui vous remercie. La réinformation, c'est le travail de tous. Alors on va commencer comme d'habitude par une petite carte météo. Ça y est, le soleil revient sur une grande partie de la France. Vous allez pouvoir bénéficier d'un vrai été. Cet été pourri a eu au moins une vertu d'éviter que le narratif réchauffiste vous soit imposé 24 heures sur 24. Au contraire, cela a permis à beaucoup de Français d'aller un petit peu chercher d'autres sources d'informations, comme les propos de Yann Clark, le fameux paléoclimatologue de l'Université d'Ottawa. Je vous mets cette vidéo dans ma description, regardez-la. Elle est corroborée par de très nombreux scientifiques. Et à l'époque, lorsqu'on écoutait Yann Clark, on trouvait ces déclarations dans des journaux comme Les Échos, qui rappelaient qu'il y avait eu un Climate Gate qui révèle des faits troublants. Des scientifiques influents au sein du GIEC, Phil Jones et Kees Briefa du Climate Research Unit et Michael Mann, auraient bloqué des demandes d'accès à l'information, manipulé le processus de révision par les pairs, dissimulé voire détruit des données dérangeantes pour leur vision sur les températures. Tout cela afin d'entretenir l'illusion d'un véritable consensus sur la question climatique qui en réalité n'existe pas. Lorsqu'on vous affirme que 99,9% des scientifiques sont d'accord avec le GIEC, vous avez des pétitions qui rassemblent plus de 31 500 personnes, dont un tiers de docteurs en sciences qui remettent en cause justement les analyses du GIEC. Et si la communauté scientifique s'accorde sur le constat d'un réchauffement au cours du XXe siècle, et c'est certain d'ailleurs, certains chercheurs commencent par rappeler que les températures ont baissé entre 1940 et 1970 et n'ont pas augmenté depuis 1998, alors que la teneur en CO2 de l'atmosphère continuait de s'intensifier. Il existe ainsi toute une littérature sur les causes naturelles du changement climatique, fondée notamment sur une activité solaire plus ou moins importante, comme le défend le paléoclimatologue canadien Yann Clark. Donc, dans ce genre de situation, ce journaliste des Échos écrivait il y a une dizaine d'années: ne sombrons donc ni dans le catastrophisme populiste, ni dans la diabolisation des recherches divergences. Laissez les scientifiques travailler, débattre. Et c'est ce qui manque le plus aujourd'hui. Il n'y a plus de débat et on ne laisse plus travailler certains scientifiques parce que Davos a décidé que le narratif serait celui du réchauffement climatique. Yann Clark aime bien montrer notamment ce diagramme, ce schéma plus exactement pour illustrer sa thèse. Il y a eu des variations de température qui n'ont rien à voir avec la teneur en CO2. Et si vous regardez le film, il vous explique pourquoi. Il y a un décalage d'à peu près 8 siècles entre une période chaude et l'augmentation du CO2 de l'atmosphère. Vous aviez une période chaude médiévale, il est donc normal que 8 siècles plus tard, nous avons une augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Voilà, c'est la démonstration de Yann Clark. Libre à vous de l'écouter, libre à vous de la débattre, mais c'est cela la démocratie, pouvoir débattre des chiffres. Le gouvernement ne peut donc plus communiquer sur le réchauffement climatique, il va donc trouver d'autres éléments. Et Darmanin s'est précipité sur une affaire pour exister dans les médias. Alors on regarde de suite le titre du Figaro. Darmanin annonce engager la dissolution de l'organisation Civitas. Car l'antisémitisme doit être puni sans faiblesse, le ministre de l'Intérieur annonce avoir demandé à ses services d'instruire la dissolution du mouvement catholique traditionnaliste.
J'aimerais juste comprendre une chose. Comment Civitas, qui avait soutenu Éric Zemmour, et comme chacun sait, Éric Zemmour, ce n'est pas de la vieille noblesse angevine, puisse laisser s'exprimer Pierre Hilard et ses propos abjects, incompréhensibles. Et puis nous vivons une époque un peu particulière. Nos églises brûlent, nous avons vu un démantèlement d'une église en Mayenne, et c'est le moment où Civitas arme les incendiaires par ce type de propos. Et qui plus est, nous sortons des JMJ, c'est-à-dire des Journées mondiales de la jeunesse catholique qui s'étaient réunies à Lisbonne. Ce fut de merveilleuses images. Et ces gens-là viennent encore salir le christianisme et le catholicisme. C'est incompréhensible. Et puis, il donne des armes à Gérald Darmanin. Et là encore, c'est assez impardonnable. Parce que pendant que Gérald Darmanin occupe les journaux et qui joue les cadors, eh bien, il y a une réalité qui est occultée. C'est cette fameuse une du JDD. Alors, je la remets pour ceux qui n'auraient pas suivi les épisodes précédents. Nous ne sommes pas des faits divers. La presse aux ordres s'est déchaînée sur la photographie parce qu'elle reproche à Geoffroy Lejeune de n'avoir pas mis le bon Enzo. Ce que vous voyez sur la photographie du journal du dimanche, c'est un Enzo écrasé par un chauffard. Ce n'est pas la manifestation pour Enzo tué par un délinquant. Mais, comme je l'ai dit hier, qu'est-ce que cela change à l'affaire ? Ce qu'il s'agit, c'est d'écouter les témoignages des victimes. Eh bien, la presse aux ordres va aller encore plus bas dans l'ignominie. C'est ce que nous rapporte Thierry Mariani, de véritables charognards. Le président de l'Institut pour la justice révèle que la presse appelle des familles de victimes pour leur demander de critiquer la lettre parue dans le JDD. Ce sont peut-être les mêmes qui trouvaient normal que sur le sinistre mur des cons affiché dans un local par le syndicat de la magistrature, figurent des parents de victimes. Je pense notamment à Patrick Jardin qui avait sa photo sur mur des cons alors qu'il avait perdu sa fille dans l'attentat des Bataclan. Il faut être immonde pour faire ce genre de choses. L'indécence vis-à-vis des victimes et de leurs familles est chez certains sans limite. Et c'est ce que nous rapporte d'ailleurs Valeurs actuelles. C'est bien vous qui avez écrit la lettre ou bien c'est le JDD aurait demandé le journaliste du Dauphiné Libéré à la victime ? Le Dauphiné Libéré a eu l'indécence de lui téléphoner, non pas pour la soutenir ou pour lui adresser un mot de sympathie pour son fils qui est mort, mais pour rechercher un scandale où il n'y en a pas, relate le directeur de l'ONG à but non lucratif sur le réseau social Twitter. Le directeur de l'Institut pour la justice s'interroge quant aux méthodes utilisées par ce quotidien. Serait-il possible pour une certaine presse de ravaler quelques heures son venin pour se concentrer sur le fond du sujet, sur le fait que depuis des années des familles sont niées et qu'elles sont maintenant salies ? Le JDD a tenté de calmer le jeu en parlant d'un sujet consensuel au possible, la douleur de ceux qui ont perdu quelqu'un de leur famille, et vous êtes incapable de garder cette décence humaine élémentaire qu'est le respect, écrit-il. La vérité ne vous intéresse donc pas, le Dauphiné libéré. Enfin, quand on dit Dauphiné libéré, il faut entendre plutôt le Dauphiné enchaîné au pouvoir macroniste. J'ai honte pour vous d'en arriver à un tel niveau de bassesse, ponctue Pierre Marissève, visiblement très en colère par la manière de procéder du quotidien. Mais elle est très ordinaire en France. Et pour quelle raison ? Eh bien, vous le savez, le pouvoir politique fait en sorte d'effacer les paroles des victimes. Il faut au contraire s'attaquer à elles, parce que sinon elle remettrait en cause tout le narratif qu'il n'y a pas de délinquance, et certains prendraient en compte qu'ils vivent dans un pays où au contraire on est dans l'ultra-délinquance. Mais d'où cela vient-il ? Parce que les journalistes ont manifestement collaboré avec quelque chose. Eh bien, c'est Malika Sorel qui nous avait donné la réponse dans une interview à CNews, interrogée par Yvan Roufiol. Le fait que nombre de médias taisent depuis fort longtemps l'origine des agresseurs peut-il être imputé au seul hasard ? Il se trouve que dès 1987, cette autocensure faisait l'objet d'une recommandation spécifique aux États membres de la part du Comité européen sur les migrations. Oui, ce sont des recommandations européennes.
Chaque fois que les médias rendent compte d'un acte criminel impliquant un émigré, ils doivent se demander si pour le public il est important de connaître l'origine ethnique de l'auteur pour bien comprendre les faits. Et dans les faits, cela signifie qu'il convient de taire tout élément qui pourrait permettre à l'opinion publique d'identifier l'origine du délinquant. Dans ce rapport, il est précisé que les médias ont eux aussi un rôle important à jouer à cet égard. Une attitude de retenue des médias sur ces sujets devrait faire partie d'un code de bonne conduite qu'ils imposeraient volontairement. La vraie question, la seule qui vaille désormais, celle qui se pose et doit être posée est la suivante. Pour quelles raisons les élites politiques, médiatiques, intellectuelles, culturelles et du monde de l'enseignement ont-elles accepté si promptement de marcher au pas, de taire la vérité ? Parce que s'ils ont cru acheter la paix sociale, c'est raté. Les émeutes de banlieue de 2005 et de 2023 ont montré que leur politique est un échec. Au contraire, en faisant en sorte de taire la vérité, ils ont augmenté la France orange mécanique. Ils sont donc particulièrement responsables. Et c'est pour cette raison qu'ils ne veulent pas voir le visage, dans une certaine mesure, de leurs propres victimes. Et puis je voudrais aussi parler un petit peu de la justice, parce que la justice, elle aussi, elle doit prendre en compte l'origine du délinquant. Le système judiciaire est lui aussi concerné. Un nombre disproportionné de jeunes issus de l'immigration sont souvent en contact avec le système et il est donc très important qu'ils soient traités de manière équitable et non discriminatoire. C'est de la langue orwellienne. Cela signifie qu'ils ne vont pas être punis par rapport aux actes qu'ils ont commis. En ce qui concerne le choix des peines, tous les agents du système de justice pénale et de prise en charge devraient veiller à ce qu'il soit tenu compte des spécificités ethniques et culturelles. Et on a vu ces juges d'ailleurs dans une vidéo précédente assister à des réunions de l'Open Society de George Soros. Les réseaux politiques européistes se sont accordés donc pour mener cette politique qui a conduit à cette faillite de notre système éducatif de police et de justice. Le résultat, ce sont les centaines de victimes et ces gens-là ne veulent absolument pas voir le résultat de leur collaboration. À tel point que ceux qui sont à l'extérieur du système finissent par dire ce genre de choses, comme le rappeur Booba qui vit à Miami. Émeute, les jeunes n'ont pas peur de la police, l'État est beaucoup trop mou et trop faible. À qui la faute ? Je crois l'avoir montré. Aux États-Unis, c'est loin d'être parfait, mais tu ne défies pas la police à la bagarre. Eh oui, si vous défiez la police américaine à la bagarre, ça va se jouer à coups de revolver. Eh bien, ce qu'ont vécu les parents des victimes, c'est ce qu'ont vécu également les non-vaccinés. Ils ont été lynchés par les médias aux ordres et parfois par des leaders d'opinion. Tenez, comme ce Bernard Lavillier, les non-vaccinés sont des C-antivax qui rêvent de dictature. Ces propos m'ont un petit peu déstabilisé parce que Bernard Lavillier était dans mon esprit un chanteur rebelle. Alors, je ne suis pas spécialiste de Bernard Lavillier, mais enfin, être aussi conformiste macroniste, c'était un petit peu déstabilisant. Alors, qu'est-ce qui a poussé ce leader d'opinion à taper ainsi sur les macronistes? On a peut-être une réponse avec le rapport de la Cour des comptes. Des subventions pour les artistes confirmés, une contradiction. Les aides à la création, dans l'idée générale, devraient être destinées aux jeunes artistes en herbe. Cependant, un rapport récent de la Cour des comptes révèle que la majeure partie de ces subventions, se chiffrant en centaines de milliers d'euros, est accordée à des artistes déjà bien établis. Pour l'illustrer, en 2021, Florent Pagny, avec plus de 35 ans de carrière, a reçu 271 000 euros. Bernard Lavillier, fort de près de 60 ans de carrière, a touché 120 000 euros. C'est curieux, à chaque fois qu'on creuse, on trouve toujours des subventions, de l'argent, des avantages. Il n'y a pas de hasard. Allez, on va terminer cette page Covid par l'interview du professeur Raoult, par le journaliste de la réinformation Alexis Poulain dans Le Monde moderne. L'interview sans concession de Didier Raoult, la science, la médecine, la politique et l'éthique à l'épreuve de la pandémie. Je vous mets le lien dans la description. Et c'est maintenant l'heure d'ouvrir la page Ukraine. Allez, on va directement avec LCU, la chaîne ukrainienne. Alors, sur LCU, les Ukrainiens sont
en effet à la manœuvre. La stratégie globale de Kiev, la préservation d'initiatives du côté ukrainien en ce moment est un succès. Ils arrivent ces dernières semaines à mener des opérations, à imposer leur tempo. J'ai cru que ce journaliste allait employer Zelensky maître des horloges. Cela n'aurait pas manqué de piquant. Mais quel est le tempo imposé par les Ukrainiens? Parce que les images qui nous sont présentées, ce sont des bombardements de populations civiles, c'est-à-dire des crimes de guerre, avec des obus à sous-munitions, ces fameux obus qui normalement sont interdits par la Convention de Genève. Ce sont des ponts qui sont atteints par des missiles français. Il n'y a rien de quoi se glorifier. Et puis sur LCI, sur LCU, il y a quelques moments de grâce, notamment quand cette journaliste pose une question à une autre journaliste qui est sur le terrain en disant « Que pensent les soldats ukrainiens de cette contre-offensive ?» Et là, c'est la stupeur. D'ailleurs, je vous mets le film dans ma description. La journaliste affirme que les soldats ne comprennent pas grand-chose aux ordres du commandement et qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe à Kiev. Parce que pour eux, ils ne sont pas dans une contre-offensive, non, ils essaient d'arrêter les percées russes. Voilà comment, en un instant, toute la propagande kievienne tombe sur le plateau de LCU. Et puis, dans d'autres journaux, on nous donne la facture de cette guerre en Ukraine. Regardez ce que nous avons, par exemple, dans toute la presse européenne. Les plus grandes entreprises d'Europe ont subi au moins 100 milliards d'euros de pertes directes de leurs opérations Russie depuis l'invasion de l'Ukraine par le président Poutine l'année dernière, selon une analyse du Financial Times. C'est ce que je dis depuis des mois sur cette chaîne. Nos grandes entreprises ont perdu des milliards. Et à ces milliards perdus par nos multinationales, il faut ajouter tout ce que dépense l'État français pour subventionner l'État en faillite ukrainien. Et ce sont nos impôts qui vont financer toutes ces pertes. Après les 400-500 milliards du Covid, combien va coûter la guerre en Ukraine aux contribuables français? Et pour quel résultat? Je vous l'ai déjà annoncé. Et puis, on nous avait expliqué que nous allions mettre la Russie à genoux, que nous allions détruire l'économie russe. Russie, l'économie rebondit plus que prévu. On annonce même 2,4% de croissance en 2024. À tel point que le journal Le Monde, oui, s'interroge, guerre en Ukraine, l'efficacité des sanctions en question. Et pour quelles raisons ces sanctions sont inefficaces? Non seulement elles pénalisent nos grandes industries, mais les sanctions, par exemple, qui sont prises sur le pétrole russe sont détournées par d'autres pays. Le résultat, c'est que ça ne sert strictement à rien. Nous livrons donc une guerre à demi-mot contre l'Ukraine, non pas pour servir nos intérêts, mais pour servir les intérêts américains. Souvenons-nous de ce que disait le général de Gaulle. La vérité, c'est que les Américains finiront par se faire détester par tout le monde, même par leurs alliés les plus inconditionnels. Tous les trucages qu'imaginent les Américains sont démentis par les événements. Voilà, il faudrait peut-être s'en souvenir. Allez, on va terminer ce journal par une bonne nouvelle. Nous étions tous inquiets pour Juan Branco. Les Espagnols se sont mobilisés. Eh bien, l'avocat Juan Branco est libéré sous contrôle judiciaire au Sénégal et bientôt expulsé vers la France. J'ai regardé sur LCU une chronique sur Juan Branco, le journaliste vomissait dessus. Et oui, c'est un opposant à Emmanuel Macron, il ne faut rien attendre de ces journalistes aux ordres. Voilà, si vous avez aimé cet entretien, n'hésitez pas à le soutenir. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à bientôt.